Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV. Nous allons parler de la restructuration des réseaux maintenant, évolution des modèles de distribution des concessionnaires. Cela implique évidemment un certain renouvellement. Avec nous pour évoquer cette thématique passionnante, c'est vrai, Marc Bruchet est avec nous. Bonjour, vous êtes le président des concessionnaires au CNPA. Et vous êtes en visio, en duplex avec nous. Merci d'être avec nous, Marc Bruchet. Bonjour. Thomas Chieux est là également, dirigeant de TCG Conseil. Bonjour Marc, merci d'être là. Et avec nous, Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, et Flavien Neuvy, responsable de l'Observatoire CTLM. Merci d'être là tous les quatre. On va commencer avec vous, Marc Bruchet, car vous avez demandé à TCG Conseil, donc à Thomas Chieux, vous lui avez commandé une étude. Le CNPA, en tout cas, a commandé une étude. Pourquoi avez-vous commandé cette étude? Est-ce que c'était pour faire le point ou l'état des lieux des concessions aujourd'hui? Pour avoir une idée précise, effectivement, de ce qui est le coût de la distribution, parce qu'au CNPA, on avait été quand même un peu surpris, voire choqué, parce que ce qu'on entendait dans les médias sur le coût de distribution, où on a, pour moi, ce qui était popularisé avait deux vices rédhibitoires. Le premier, c'est le coût de distribution était à géométrie variable. On est parti de 30% d'un coût de distribution. Après, on a évoqué 10%. En fait, c'est 7%. Et d'autre part, le deuxième vice, c'est qu'on présentait uniquement le sujet sur l'aspect sous l'angle du coût. Alors, c'est une belle présentation médiatique, sauf que ce n'est pas un coût, c'est la rémunération d'un triple service pour le constructeur, pour le consommateur et pour l'État. Et ça, on n'en parlait pas du tout. Alors, c'était important, donc du coup, Thomas Chieux, quand vous êtes penché sur la question, que cette étude existe véritablement. On va la décortiquer ensemble et l'analyser, évidemment, tous les quatre. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre première réaction, votre première analyse à l'importance d'une telle étude. Alors l'étude a eu le mérite, je pense, de remettre un peu à plat, c'est une étude très quantitative, hein. On a mis à contribution un certain nombre de concessionnaires et de réseaux de concessions au sein du CNPA. On a agi en tant que boîte noire, c'est des sujets qui sont très sensibles. L'idée, c'était de recueillir des chiffres de rentabilité des réseaux, de primes diverses des constructeurs, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, de marge brute de distribution, etc. Donc, pour faire cette étude, on a été voir plusieurs réseaux. Les réseaux qu'on a réussi à analyser, qui ont bien voulu collaborer, ça représente à peu près 75% des ventes, de la totalité des ventes sur la France, entre la période, on va dire, 2011 qu'on a gardé et 2019. On a eu quelques chiffres pour 2020, mais étant donné la particularité de cette année-là, à cause de la Covid, on s'est abstenu. Mais grosso modo, c'est vrai qu'on arrive à avoir quelques enseignements qui sont intéressants lorsqu'on rentre dans le détail de ce qu'on appelait, nous, les coûts de distribution et les marges des concessionnaires. Alors, on va y entrer dans le détail dans quelques instants, mais d'abord, Berislav Kovacevic, pour bien comprendre, est-ce que ces modèles de distribution, avec les concessionnaires, etc., ont à ce point changé, se sont à ce point muté ces derniers mois, voire ces dernières années? Alors, ils ont, je pense, pas assez muté. La question de se poser la valeur ajoutée des réseaux est tout à fait logique, vu de la fenêtre du CNPA et vu de la fenêtre des grands groupes de distribution. On ne compte plus les fusions, acquisitions et les regroupements de grands réseaux. On parle quand même plus, il faut le souligner quand même, des réseaux primaires, dits distributeurs de véhicules neufs. Il ne faut pas oublier quand même qu'en France, il y a encore 5000 concessions du réseau primaire, mais il y a quand même 20 000 affaires qui sont des indépendants et des agents de marque. Cela, on n'en a pas parlé. Mais si on reste focalisé sur le réseau primaire, qu'ils connaissent leur valeur ajoutée, qu'ils arrivent à la mesurer, c'est important dans le débat, même si on peut reprocher quand même au réseau en général d'être un petit peu trop discret sur leur valeur ajoutée en termes de service pour le client final ou pour le constructeur. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'on utilise un terme qu'on entend vraiment beaucoup depuis 5-6 ans, qui est le mot disruption.
À un moment donné, on est un peu rattrapé par ça. C'est-à-dire que tout le monde parle de disruption, mais quand on évoque un changement de modèle voulu soit par l'Union européenne sur la modélisation des modèles pour les clients, soit voulu par les réseaux ou les constructeurs pour en rentabiliser leur activité, bah forcément, on va se heurter à des résistances au changement, des habitudes du passé et la remise en cause de modèles économiques. Donc moi, je suis ravi qu'on parle de ça parce que les réseaux doivent aussi se poser la question de ce qu'ils devront faire demain pour garder de la valeur ajoutée et garder leurs clients. Bien sûr. Et est-ce que le client pâtit de cette situation, selon vous, Flavien Neuvy, aujourd'hui? Non, j'ai pas l'impression. Non. Après, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, cette question, elle se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui arrivent, une mutation, je pense, pouvoir dire sans précédent, que devra affronter l'industrie automobile dans son ensemble. Mais je remarque quand même que depuis maintenant plusieurs années, puisque c'est une étude qui a travaillé sur quand même un temps long, c'est une grosse étude, la distribution automobile s'est quand même beaucoup adaptée, c'est-à-dire qu'elle a fait preuve de résilience, elle a subi des chocs par le passé, elle a toujours su rebondir. Simplement, là, on arrive à un moment où, effectivement, il y a les enjeux de l'électrification, les enjeux du numérique, et tout ça, mis bout à bout, fait qu'effectivement, la question de la valeur ajoutée des réseaux auprès des clients, et puis aussi vis-à-vis des constructeurs, combien ça coûte, en quelque sorte, ce débat-là, aujourd'hui, il se pose avec une acuité toute particulière. Ouais, évidemment. Marc Bruchet, qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cette étude? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment surpris ou est-ce qu'au contraire, ça a été surtout des confirmations de ce que vous pressentiez? Non, sur le chiffre final, c'est-à-dire l'ordre de grandeur de la marge de distribution, ça, c'est pas une grosse surprise, on connaissait à peu près le chiffre. Par contre, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a frappé dans cette étude, c'est le tout début, c'est-à-dire l'évolution des prix catalogues de 2011 à 2019. On est à plus 16% en euros constants. En sachant, c'est une augmentation assez significative, que bien sûr on peut expliquer par un enrichissement du contenu des véhicules, ne serait-ce qu'en dispositifs de sécurité ou autres, dispositifs d'économie d'énergie, très bien. Le problème, c'est que cette tendance à l'inflation des prix des véhicules neufs, en tout cas des prix catalogues, va connaître à nouveau une accélération vraisemblablement entre 2019 et 2021, puisque pendant cette période, on a eu une évolution de la norme café et donc une montée en puissance des véhicules électriques et des PHEV. Ce qui est inquiétant, et on le voit aussi dans l'augmentation parallèle du niveau des remises, c'est que je pense qu'on a touché un seuil d'acceptation sociale du prix du véhicule neuf. Et si vous regardez le marché français VP sur les 8 premiers mois de l'année, vous apercevez que il est en forte chute par rapport à 2019. Évidemment, on ne compare pas par rapport à 2020, et de l'ordre de 23%, et qu'à l'intérieur des canaux de vente, le particulier est à peu près à moins 28%. Donc vous avez un vrai problème. Flavien Neuvy, vous voulez réagir sur un point lors de l'intervention de Marc? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est un point qui est absolument essentiel. On l'explique en partie effectivement par la réglementation qui se durcit, parce qu'évidemment, quand on doit dépolluer toujours plus les moteurs, à un moment donné, ça coûte, et il faut bien retranscrire ces coûts dans le prix de vente final. Néanmoins, la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, les particuliers n'achètent plus beaucoup, voire plus du tout de voitures neuves. On est à peu près, là, aujourd'hui, là, je regardais les chiffres, à 500 000 voitures neuves vendues à particuliers à mi-septembre. 500 000. On va peut-être terminer à 700 000 cette année. Ça veut dire qu'on a 2,5% des ménages qui auront acheté une voiture neuve cette année. Au milieu des années 90, on était à 7%. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que derrière ce sujet-là, au-delà du chiffre en lui-même, c'est la fréquentation des showrooms, c'est les clients, c'est les retours des clients. Et donc ça, c'est un sujet qui est majeur, dont, je vais le dire de façon un peu simpliste, mais c'est pour me faire comprendre, que les pouvoirs publics n'ont pas réellement intégré dans leur réflexion. C'est qu'à un moment donné, l'inflation réglementaire, qui se traduit par une hausse des prix, évince du marché un certain nombre de clients, bien sûr les classes populaires, mais aussi les jeunes. Et ça, c'est un vrai problème. D'où l'importance de la restructuration des réseaux. Pour avancer un tout petit peu encore sur cette étude, un peu plus en détail, avec des chiffres que l'on peut mettre en exergue, peut-être, Thomas Chieux. Notamment, moi, j'ai noté que la marge brute était passée de 10,5% à 9%.
Quelles sont les explications que vous pouvez donner? Alors les constructeurs, donc marge brute, dans notre définition, c'est différence entre le prix de vente du véhicule et le prix d'achat du concessionnaire. C'est sûr qu'aujourd'hui, chez les constructeurs, on parle beaucoup de restructuration, de diminution des coûts, etc. Et donc effectivement, cette marge brute, elle a diminué. Dans le même temps, il faut bien que les réseaux vivent. Donc la marge brute diminue certes, mais ce que les constructeurs donnent aux concessionnaires, c'est-à-dire les primes quantitatives sur les objectifs de volume, les primes qualitatives pour la satisfaction du client, plus toutes les sortes de primes, ce qu'on appelle soutien au réseau, qui peuvent aller du support parce qu'on a un nouveau showroom ou de l'aide à la reprise d'un véhicule d'occasion, tout ça, ça augmente. Tout ça, ça augmente. Et donc effectivement, il faut bien que les réseaux vivent, il faut compenser cette augmentation des remises qui est passée dans l'intervalle sur la période de 16% à 18,5%, donc plus de 2,5% d'augmentation. C'est beaucoup, ça rejoint tout ce qui vient d'être dit ici, mais il faut que les réseaux vivent et malgré tout, quand on regarde après au final ce qui reste aux concessionnaires, c'est-à-dire la fameuse marge de distribution dont parlait Marc, on est passé de un peu plus de 8 en 2011 à un peu plus de 7 aujourd'hui, donc ça baisse. Berislav. Les chiffres de Thomas sont intéressants. C'est quand même une évolution très sensible. Oui. Alors la baisse de la marge brute, telle qu'elle figure dans l'étude de Thomas, elle est essentiellement due au fait qu'on a les constructeurs ont diminué depuis plusieurs années la marge sur facture pour la remplacer ou pas, en tout cas pas en totalité, par des marges variables qui interviennent après. Alors oui, c'est vrai que le coût de distribution globalement augmente, ça c'est sûr. Berislav. C'est la seule façon, eu égard à tous les échanges que j'ai pu avoir aussi avec de nombreuses marques à travers nos émissions, c'est la seule façon que les constructeurs ont trouvé comme moyen de gérer la qualité moyenne de leur réseau. Pourquoi? Parce qu'en général, chez tous les constructeurs, il y a ce qu'on appelle un quartile 1, quartile 2, quartile 3, quartile 4. Et aujourd'hui, qu'est-ce que disent les constructeurs? Et si je pouvais éventuellement me débarrasser du quartile 4, qui malgré mes efforts d'aide en amont, c'est-à-dire je donne de la marge, j'en donne moins, mais justement je donnerai de l'argent si tu es bon en qualité et en volume, et bien ça pousse les réseaux à aller dans le sens du Q1, Q2, il n'y a que ceux-là qui survivront, et c'est ça qu'on voit comme effet, c'est-à-dire que les Q1, Q2 continuent de sortir des marges globales intéressantes, parce qu'ils ont compris qu'il fallait se restructurer à tous les niveaux, en organisation, en qualité, en compétence aussi de leurs effectifs, pas seulement à la prévente avec la hausse des technologies, mais vous avez aujourd'hui un niveau de compétence pour des commerciaux automobiles qui n'a rien à voir avec celui d'il y a 10 ans. La technologie embarquée fait même que la plupart des marques utilisent des produits de Genius. Donc effectivement, standard de qualité à la hausse, nouvelles compétences, tout ça a un coût, des formations, etc. Et il n'y a que les Q1, Q2 qui vont survivre, comme d'ailleurs les constructeurs qui arrivent à faire, c'est repris de plus en plus par des marques, du pricing power. C'est-à-dire que je vais vendre plus cher mes produits parce que la valeur ajoutée est plus forte. Et les clients suivront. Donc est-ce que les réseaux sont tous obligés d'être là? La plupart du temps, je pense qu'aujourd'hui, ils se disent le Q4 ne sert plus à rien. Et le Q4, c'est souvent 20-25% des réseaux. Et on entend ces chiffres circuler chez certains constructeurs. Marc Bruchet. Le seul problème, c'est que dans ce raisonnement, fatalement, il y aura toujours des Q3 ou des Q4. Quand vous voyez, et qu'on dit, je ne peux pas admettre qu'on dise que les réseaux ne se sont pas restructurés. S'ils ne s'étaient pas restructurés, et de manière profonde, ils n'auraient pas pu résister à un choc exogène terrible comme le Covid. Bien sûr. Et il n'y a pas eu celui-là. Donc, le réseau, les réseaux de distribution, ils sont caractérisés par une volonté de progression continue, d'amélioration des process et une grande résilience. Et c'est ce qui leur permet de survivre malgré des marges qui sont extrêmement étroites. On partage à 100%, Marc. Ouais. On est d'accord avec la valeur ajoutée des réseaux, elle a été chiffrée, etc. Ce qu'on dit juste, c'est que les restructurations permanentes, parce que ce n'est pas juste maintenant, c'est permanent la restructuration, sont poussées par les marques, par les consommateurs, par les nouveaux entrants. Regardez des Amazon, pour citer des gens ultra puissants, ou des Apple, des Google qui pensent voiture, les Chinois. Et tout ça fait que tout le monde est un peu en position de survie au pied du mur et essaye d'en tirer toujours du profit tout en ayant des partenaires de qualité. Oui, on peut y intégrer aussi les achats des voitures en ligne aussi, dont on parlera dans quelques instants. Avant de vous libérer, Marc Bruchet, moi j'aimerais vous entendre également sur les recommandations ou les impulsions que vous aimeriez donner à la suite pour la distribution, pour les concessionnaires, à la lumière de l'étude que vous avez commandée. Écoutez, je crois qu'on n'est pas à la veille d'une disruption. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'un modèle de type Amazon
puissent être plaqués sur l'automobile. Alors après, il y aura des évolutions. Je pense qu'on est dans le cadre d'un processus évolutif. On va pouvoir peut-être changer de cadre contractuel, c'est envisageable. On n'est pas obligé de rester dans un système de distribution sélective. On peut très bien envisager un système de contrat d'agent, par exemple. Après, il faut revoir les clauses. Mais ce qui doit rester quand même au centre des préoccupations du réseau, c'est la satisfaction du client. Et pour la satisfaction du client, je crois que le réseau il a beaucoup investi, il va continuer à investir, que ce soit en vente et en après-vente. Et il permet aux clients d'avoir un partenaire de proximité. Donc on est très très loin d'un modèle de type Amazon. Très bien, en tout cas, merci pour ce témoignage, Marc Bruchet. À très vite sur les plateaux de Mobility TV. Je m'étais engagé à vous libérer quelques minutes avant la fin de l'émission parce que vous avez d'autres engagements. Oui, c'est bon, vous êtes pile à l'heure. Ah bah exactement. Ça, vous savez, la ponctualité, c'est une religion chez nous, hein, donc on suit ça vraiment très exactement. C'était très intéressant en tout cas de vous avoir. Merci Marc Bruchet. Puis c'est vrai qu'à la lumière de l'étude que vous avez commandée, eh bien là on peut débattre et continuer à analyser. Justement, est-ce qu'on connaît mieux aujourd'hui, Thomas Chieu, à la lumière de votre travail et de cette étude, les concessionnaires, le profil des concessionnaires? Qui sont-ils aujourd'hui dans les réseaux de distribution? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont muté? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils ont d'autres attentes? Enfin, on se pose beaucoup de questions. Alors, on constate un phénomène qui est récurrent en France et puis aussi à l'étranger, c'est ce qu'on appelle le phénomène de concentration des groupes. Ça, c'est assez inéluctable. Vous avez de moins en moins d'investisseurs en France, des gens qui sont de plus en plus multimarques, etc. C'est un processus qui a été commencé au début des années 2000, justement avec des changements à la lumière de certains changements réglementaires. Et ça continue, je dirais même en France, en tout cas, ça s'accélère. Pendant très longtemps, le pays, je dirais, phare un peu de la concentration de la distribution automobile, c'était l'Angleterre. Nous, on a des chiffres très précis qui montrent que la France, maintenant, en matière de concentration est devant l'Angleterre depuis quelques années. Donc les grands groupes ont tendance à se concentrer, à trouver des synergies. Après, la distribution automobile, et je rejoins ce qui a été dit vis-à-vis d'Amazon, c'est quand même du commerce, et c'est des commerces de proximité. Là, dans notre étude, ce que je tiens à souligner, et ce qui a été souligné déjà au début, c'est que c'est que la partie véhicule neuf. Or, il y a toute la partie service. Pour la partie service, on sait bien que la capillarité des réseaux est très importante, et là, on ne raisonne pas du tout de la même manière. Il faut garder absolument cette capillarité pour satisfaire le client final. Flavien Neuvy, êtes-vous inquiet avec cette tendance, je vais utiliser ce terme-là, des constructeurs de céder les concessions à des groupes privés? C'est dans l'actualité notamment le cas de Renault. Est-ce que ça risque de devenir une tendance forte qui pourrait finalement changer la donne? Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, enfin, inquiet, je ne suis pas inquiet. Voilà. D'accord. Après, ça fait partie du business, si je puis dire. Il y a des points de vente que l'on cède pour telle ou telle raison. En général, les prix d'immobilier, ça rentre en ligne de compte, hein, parce qu'on le sait que dans le modèle économique de la concession automobile, la distribution automobile, l'immobilier tient une place centrale dans le modèle économique. Donc non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je crois que, et on en a un peu parlé tout à l'heure, les défis que devra relever la distribution automobile au cours des 10 prochaines années sont juste colossaux. Alors, elle a montré par le passé qu'elle a su s'adapter, mais on voit quand même, malgré tout, de nouveaux entrants arriver. On pourrait parler des constructeurs chinois, c'est un peu caricatural, mais ils sont là. Ils prennent des parts de marché, pour l'instant c'est tout petit, mais pour certains d'entre eux, ils se passent complètement de réseaux de distribution. Jusqu'où iront-ils? Ils ne prendront pas tout le marché évidemment, mais ils arrivent. Voilà, donc, et le numérique aussi, la crise Covid est passée par là, on voit bien que la distribution dans son ensemble, je sors même du monde automobile, beaucoup de clients qui n'étaient pas des adeptes du e-commerce ou du click and collect, le sont devenus avec la crise sanitaire. Comment évoluera le commerce immobilier? Est-ce qu'il y aura plus de vacances dans les centres commerciaux? Tout ça, il faudra le suivre. Mais je pense que la distribution automobile, qui était restée un petit peu à l'écart de ce phénomène du e-commerce pendant très longtemps, pour de multiples raisons, commence à être touchée par ça. Donc effectivement, les réseaux qui ont intégré quand même le numérique dans le parcours client, notamment sur le VO, sur les prises de rendez-vous, etc., ils ne sont pas restés les bras ballants, mais c'est quand même un défi supplémentaire. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas négliger tout ce qui est digital, vente en ligne, Berislav. C'est un exemple caricatural où la distribution n'a pas réussi à s'adapter. Elle s'est fait complètement dévorer par les feux verts, les Noroto, sur les ventes d'accessoires.
Aujourd'hui, elle réagit avec des capacités de livrer le client soit à son domicile, soit dans le point de vente, 24 heures sur 24, des colis avec les mêmes arguments que les autres. Donc si on arrive à ouvrir un peu les habitudes, parce qu'il y a des résistances au changement lourdes, si on arrive à ouvrir ces habitudes, avec autant de points de vente et autant de capillarité, Renault avait utilisé il y a 30 ans l'image des voisins utiles, on restera utile. Mais si on ne reste pas utile parce qu'on s'enferme dans nos schémas avec une distribution qui ouvre de 7h30 du matin à 7h du soir, ça pose problème à certains consommateurs qui n'est pas ouverte le samedi et le dimanche. Pour des choses, vous voyez, basiques que le client ressent, un client qui a l'Internet 24 heures sur 24, il a franchi le cap pour des chaussures, pour des choses. Pourquoi ne franchirait-il pas le cap sur des voitures? Et les constructeurs le pensent parce que c'est vrai que les outils digitaux ont énormément progressé. Et ce qu'on pensait impossible il y a seulement 5 ans est déjà faisable. Donc ça va encore bouger, encore plus vite, comme le disait Flavien. Sujet très intéressant et sujet à la fois d'actualité, mais sujet d'avenir très très proche. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, en tout cas, parce que je pense qu'on y reviendra sur les modèles de distribution et toutes les évolutions à venir. Merci à tous les trois. Merci également à Marc Bruchet qui était avec nous tout à l'heure, le président des concessionnaires du CNPA. Et à très bientôt pour une nouvelle émission, bien sûr, sur le plateau de Mobility TV.